Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h50, les grands débats du matin qui commencent toujours hors antenne le jeudi. Françoise Degois, Elisabeth Lévy et bien entendu vous, 0826 300 300, je le disais tout à l'heure, cette pénurie de personnel dans les hôpitaux. Les médecins libéraux pourraient être obligés de faire des gardes à l'hôpital. Et puis cette polémique autour du Burkini aujourd'hui à Grenoble et qui dépasse un petit peu les frontières de Grenoble et qui pourrait s'instaurer dans d'autres villes. Vos appels 0826 300 300, qu'en pensez-vous? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que sur l'histoire du Burkini, d'un mot, sans raviver en fait un peu plus les tensions, est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau national, peut-être une réglementation, revoir les choses de façon plus ferme, ou alors est-ce qu'il faut laisser le libre choix à chaque municipalité et chaque établissement d'avoir son propre règlement, quoi. Françoise Degois. Je salue quand même ce qu'a fait Elisabeth hier, parce que je sais que sur TPMP, on peut le dire, parce que je sais qu'elle a été soutenue, mais aussi très critiquée. J'ai trouvé que sur les réseaux sociaux, de manière, c'est ça. Les deux. Il faut qu'on explique. Oui, elle était face à une jeune femme qui plaidait pour le Burkini. Et j'ai trouvé, Elisabeth, même si je ne suis pas d'accord 100% avec tous vos arguments, j'ai trouvé que c'était une très belle démonstration que vous avez faite, calme, etc. Donc essayons d'être comme ça aussi ce matin. Je vous apprécie beaucoup, vous savez. Après, sur la question du Burkini, je ne suis pas ambigu, je suis troublé. Et je pense que la lâcheté de l'État qui a consisté à se défiler en réalité sur les municipalités, ça c'est déjà un premier point. Le deuxième point... Enfin, attendez, c'est pas... C'est aussi parce qu'il y a une réglementation en fait assez large au niveau national. Je suis d'accord. Et puis après, c'est chaque établissement qui peut prendre deuxième point, je n'ai pas de relation. Je dirais que je pense qu'il faut lutter contre les associations qui font de ce combat un combat politique, un combat de l'islam radical politique, et le séparer, comme toujours, des femmes qui portent le burkini. Et la troisième chose, si vous voulez, c'est que je m'interroge sur les proportions que ça prend à Grenoble, alors que je vois tous les sujets à Rennes. Moi-même, j'ignorais complètement que le burkini était autorisé à Rennes. Je ne le savais pas jusqu'à ce que cette affaire éclate. Et je vois à quel point, finalement, ça ne pose pas de problème à Rennes. Voilà. Globalement, je pense que quand un sujet fracture autant, on peut pas l'imposer comme ça. Je pense en plus que le timing du maire de Grenoble est très mauvais, voilà, sur le plan politique. C'est extrêmement heurtant. Je pense qu'il y a un parce que, y compris à gauche, ça divise. Bien sûr, parce qu'il y a un biais cognitif aussi au burkini. Il n'y a pas simplement, si vous voulez, il n'y a pas simplement les arguments classiques, si vous voulez, de le droit des femmes à disposer de leur corps, à le montrer ou pas. Il y a aussi quelque chose qui est heurtant dans le vêtement lui-même et heurtant dans ce qu'on peut présupposer de ce qu'il y a derrière. Donc, quand ce qui est heurtant aussi, c'est peut-être de laisser aussi la possibilité d'avoir des seins nus, parce que ça aussi, ça peut heurter. Je suis d'accord avec vous, mais là, on part, voilà, seins nus, on part dans d'ailleurs, le topless de moins en moins, même si c'est autorisé, les femmes le font de moins en moins pour des raisons de santé. Mais là, si vous voulez, on part dans quelque chose, moi, qui me trouble. Je pense que quand quelque chose fracture autant, il est urgent de s'en emparer, d'être clair. Voilà. À partir du moment où c'est pas clair, que vous n'avez pas une règle claire, verticale, j'ai envie de dire, voilà, et bien, vous arrivez à ça. Non, mais écoutez, moi, je me rappelle parfaitement tous les débats qu'on a eu pendant 10 ans sur le voile à l'école, entre l'affaire de Creil et la loi de 2004. Pourquoi ? Parce que Lionel Jospin, David Kessler, qui était à l'époque au Conseil d'État, etc., ont dit que les chefs d'établissement se débrouillent. Ça a été bazar et une foire d'empoigne. Le jour où, 10 ans plus tard, on a fait la loi, cette loi s'est parfaitement bien passée. Elle est aujourd'hui assez peu contestée en France, même si à l'étranger, on continue à dire que c'est une loi islamophobe. Ça a été un endroit, un sanctuaire pour les jeunes filles musulmanes où on peut s'arracher comme tout le monde. L'école, on s'arrache à ses origines, d'accord ? À l'école, on est là pour apprendre. On n'est pas là comme musulmans, juifs ou je ne sais trop quoi, ou catholiques. On est là pour apprendre. Je parle de l'école publique, bien sûr. Donc, je pense que c'est tout à fait le modèle. Et je crois qu'il faut quand même ne pas être naïf. Effectivement, la question n'est pas une question concrète de est-ce que ça va nous mettre en émoi de voir une femme en burkini. On en voit bien d'autres. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, ça fait partie d'une offensive. Et je vous cite juste très vite ce qui s'est passé en Allemagne, qui m'a beaucoup frappé dans un lycée allemand, 2 lycées en fait, ou un lycée, un collège. On a demandé aux jeunes filles aux élèves d'arrêter de porter des jupes courtes parce que ça pouvait choquer les nouveaux arrivants, les derniers arrivés, les gens venus d'autres cultures. Eh bien, si on laisse faire, si on continue, si vous voulez, à ne pas être capable de dire les mœurs françaises, c'est cela.
vous vous adaptez ou ne vous adaptez pas, mais nous n'allons pas les changer pour vous. C'est ça qui est important à dire, nous avons effectivement une certaine liberté, une certaine idée de la liberté des femmes, eh bien, ça finira par nous arriver. Et ça arrive déjà. On ne peut pas aller en mini-jupe dans un certain nombre d'endroits de ce pays. Oui, non, mais ça, c'est évident. Mais après, qu'est-ce que c'est les mœurs françaises? C'est-à-dire que vous vous engagez dans un chemin un peu biscornu. Là où je suis d'accord avec vous, c'est sur l'exception française. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que cette laïcité à la française, même nos copains britanniques n'ont rien compris en 2015. Moi, je me souviens de papiers, j'allais à Londres, et avec les ambassadeurs qui étaient des amis à moi, me disaient, les papiers sont durs quand même, malgré Charlie, ils sont durs sur la laïcité à la française. Les anglo-saxons, particulièrement bien sûr les britanniques, les américains n'en parlons pas, ne comprennent pas notre esprit. Donc je veux bien qu'on ait raison contre le monde entier, mais ce que je veux aller au bout, je veux dire, il faut expliciter cette laïcité à la française, il faut la défendre parce que moi je pense que c'est un modèle formidable. Après, la question est, qu'est-ce qu'il y a de heurtant fondamentalement, à part le fait que nous savons quel est l'engagement politique des associations qui réclament le burkini, est-ce que ça fait partie des mœurs françaises ou pas de se baigner en maillot en burkini? Moi je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça. Ça fait partie des mœurs françaises de ne pas cacher le corps des femmes. Non, mais je suis pas d'accord avec vous. Pardon, c'est pas vrai. Les Bretonnes. Je vous réponds, ma chère Françoise. Les Bretonnes, allez se baigner avec leur coiffe à la pointe de Reims. Non, mais il faut rappeler que le burkini a été inventé quand même. Hein. Ça vient de Burqa, bien sûr. Et ça vient de Burqa, une Libanaise. En fait, une Australienne apparemment. Australienne, mais d'origine en fait libanaise. Et donc voilà, c'est ça. Donc marqué sur la religion. Et c'est pas burkini d'ailleurs que l'on décrit avec un K, comme aujourd'hui c'est répandu partout pour faire. Oui, c'est le cul de Burqa. Et donc on a mis le bikini avec un K parce que c'est bikini. Vous avez raison de rappeler. Mais non, mais vous avez raison de rappeler l'étymologie. Je peux répondre juste sur la question des mœurs. Oui, au-delà de la règle de droit, d'accord, il y a effectivement quelque chose qui s'appelle les mœurs, la culture au sens propre, une façon de vivre, une façon d'habiter l'espace public. Et nous sommes dans un pays, d'accord, où une femme habillée court vêtue n'est pas considérée comme une prostituée, où la règle, la norme, c'est que les femmes peuvent se montrer et que les hommes s'empêchent. Voilà, ça n'est pas respecté évidemment à 100%, mais c'est ça la règle. Allez, sur la discrétion, la discrétion religieuse. Dans un instant, si vous voulez réagir 0826 300 300, elles peuvent vous laisser un peu la parole. Hein. Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy, ça peut arriver. C'est pas certain. Donc, si vous voulez réagir sur cette histoire, en fait, toujours de burkini, est-ce qu'il faut aller vers une réglementation nationale beaucoup plus précise, puisque ça existe quand même aujourd'hui dans les faits. Deuxièmement, est-ce que vous êtes choqué par ça? Est-ce qu'il va y avoir une avancée, puisqu'on parle de certaines villes qui voudraient l'adopter, Lyon, Villeurbanne et puis d'autres, en Ile-de-France également, en Seine-Saint-Denis, et cette pénurie aussi de personnel. Il y a cette idée, par exemple pour les urgences, de demander aux médecins libéraux de faire de nouveau des gardes. Pas dans les urgences, hein, mais eux-mêmes la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Eux disent qu'ils ne peuvent plus, ils sont déjà totalement débordés. 0826 300 300, et il y a bien d'autres sujets. L'antenne est à vous. Hein. A tout de suite, 8h59. 5h10h, le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il y a quelques instants, c'était le match entre Elisabeth Lévy et Françoise de Gaulle. On va parler d'un autre match. Oui, c'est ça. Du rugby, une soirée spéciale ce soir avec François Trio qui est avec nous. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, François, parce qu'il y a une soirée spéciale, spectaculaire, effectivement, les barrages en Pro D2. Oui, les barrages, c'est un peu des quarts de finale. Barrage, c'est pas un très beau nom, mais on va dire c'est 2 quarts de finale pour donner un petit peu du peps. On rentre dans la phase finale de la Pro D2 après 30 journées de phase régulière. Et donc, il y a 2 affiches, dont ce soir, donc 20h45 sur Sud Radio. La première de Carcassonne, voilà, c'est historique. Carcassonne qui se déplace à Nevers. C'est le 4e de la phase régulière qui va chez le 5e qui va chez le 4e, pardon. Oui, c'est ça. Carcassonne qui peut monter, accéder. Et l'autre match
Alors l'autre match c'est Oyonnax-Colomiers, ce sera demain soir aussi sur Sud Radio en intégralité bien sûr et en direct 20h45. On va vivre des barrages qui ne permettent pas d'accéder tout de suite au top 14 parce que derrière ça il faudra gagner une demi-finale, aller soit à Mont-de-Marsan pour le vainqueur de Oyonnax-Colomiers, soit Bayonne pour le vainqueur. Non, c'est Oyonnax-Colomiers, ce sera Bayonne, pardon. Et l'autre vainqueur ira à Mont-de-Marsan, qui a été le premier de la phase régulière. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc c'est à suivre pour cette accession. C'est un feuilleton pour l'accession et il peut y avoir des choses assez historiques. Donc on voulait le souligner. Ce sera à vivre en direct ce soir sur Sud Radio. Et je pense à tous les supporters, notamment de Carcassonne. Bien sûr, François. Donc ce soir, c'est à 20h45. C'est ça le match. 20h45. Ce soir, et demain, en direct sur Sud Radio. En direct, évidemment, sur Sud Radio. Et tout de suite, c'est Eric Revel. Et les syndicats divisés sur les retraites. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Il y a du rififi entre les syndicats sur la réforme des retraites. Si Emmanuel Macron veut le dialogue avec les partenaires sociaux sur cette réforme, ça s'annonce déjà bien compliqué. Ah oui, à quelques semaines des élections législatives, le front syndical se fissure sur la mère des réformes d'Emmanuel Macron. Je veux parler de la réforme de la retraite à 65 ans. Alors d'après un document du syndicat FO que s'est procuré le journal Le Monde, eh bien la CFDT et la CFTC, le syndicat chrétien, ne souhaitent pas se mobiliser contre la réforme à 65 ans. De son côté, la CGT de Philippe Martinez veut monter au créneau avant les élections législatives, puis parle d'une mobilisation en septembre. Pour défendre une idée simple d'après la CGT, il faut plus d'emplois de qualité plutôt qu'une réforme à 65 ans, en estimant d'ailleurs, pour la CGT, qu'aucune situation économique du régime des retraites actuelle ne justifierait, Patrick, un recul de l'âge du départ à la retraite. Et puis, fissure aussi du front syndical sur les élections législatives elles-mêmes. Ben oui, ça c'est plus surprenant. Le Parlement de la CGT, le comité confédéral national, va même jusqu'à dire publiquement que le syndicat, donc la CGT, souhaite, écoutez bien, la constitution d'un bloc progressiste de députés le plus large possible à l'Assemblée nationale. Un bloc progressiste de députés le plus large possible, en Creuse, ça veut dire que la CGT appelle à voter pour les candidats de la NUP, de Jean-Luc Mélenchon, si on décrypte bien. Or, la CFDT et la CFTC, ne semblent pas du tout disposées à se laisser instrumentaliser politiquement. La fracture est donc, oui, nette. Cette réforme de la retraite à 65 ans fracture, vous l'avez compris, de deux façons le front syndical, sur le fond de la réforme, mais aussi politiquement. Ce qui annonce évidemment pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, des débats chauds et compliqués. Alors vous vous en souvenez, le président a dit nouvelle méthode, on partage et on est participatif. Si Emmanuel Macron souhaite renouer le dialogue avec les syndicats, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va être servi. Merci Eric Revel. Donc c'est vrai que Françoise Degois, Elisabeth Lévy et vous au 0826 300 300. Est-ce que vous pensez que ça va être aussi chaud que ça, justement, ce fameux troisième tour social autour de ce problème de la retraite? Les syndicats sont, vous l'avez entendu, un peu divisés parce que la CFTC se dit si elle se mobilise trop contre la retraite à 65 ans, de nouveau ça va être compliqué, tout va être paralysé. Mais seul compte finalement. J'entends bien la CFTC, mais au fond, seul compte l'alliance CGT, CFDT, FO. Ouais. Et à l'évidence, là, il n'y a pas de lézarde dans le front. Je pense que quand il y en a un qui dit tue et l'autre qui dit assomme. Quand vous entendez Laurent Berger sur la retraite, Laurent Berger, il a été encore plus virulent, paradoxalement, que Philippe Martinez, quand il dit nous serons dans la rue. C'est Laurent Berger, CFDT, qui le dit. Donc, le front divisé, c'est vrai que Éric Revel a absolument raison de le noter. Mais le vrai front, c'est est-ce que la CFDT, la CGT et FO marchent ensemble? À l'évidence, oui. Oui, c'est assez rare que la CFTC soit absolument sur ce type de questions avec les autres. Non, mais Eric fait un peu de Eric, il fait un peu de wishful thinking. Non, mais il faut où il peut y avoir des interrogations parce qu'il y aura un changement de premier secrétaire en fait à Force Ouvrière. C'est quand ça? C'est Verrier s'en va. Mais bon, ça m'étonnerait, si vous voulez. Et par ailleurs, je pense que personne ne va défendre la retraite à 65 ans. En vrai, vous vous rappelez qu'elle est déjà à 65.
64 chez Macron. Donc, à mon avis, Emmanuel Macron ne va pas prendre le risque de ce que vous dites. Mais ce qui veut dire que ça va être très chaud et ça va être difficile à un moment donné où on a quand même, alors que il y a une baisse du chômage. Après, évidemment, des chiffres, ils sont parfois un peu maquillés, etc. Et que certains. Mais vous voyez bien, vous voyez bien que sur le chômage, et Frédéric Dabi l'avait dit, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus la première peur existentielle. En revanche, si vous voulez, le nombre de gens qui travaillent et qui ne perçoivent pas de leur travail de quoi vivre, ça me paraît être un problème très grave parce que structurel. Donc c'est plus le chômage, si vous voulez, c'est le travail mal payé, sous-payé, les travailleurs pauvres. Non mais alors, mal payé, c'est pas forcément du mal payé. Quand par exemple vous êtes serveur, on vous engage pour être serveur dans un restaurant à 2 000 € net, est-ce que c'est mal payé ou pas? Qu'est-ce que vous mettez dans les 2 000 € pour 41 heures de travail. Si vous bossez 41 et 2 jours de repos consécutifs. Ouais, alors 41 heures de travail, 2 jours de repos, je ne sais pas si vous en trouvez beaucoup de restaurants qui sont sur ce tarif-là, 2 000 €. Non mais alors, c'est mal payé ou pas? C'est pas génialement payé. Patrick, où est-ce que vous pouvez vivre? Où est-ce que vous pouvez vivre avec un salaire pareil? Dans ces conditions. Ah bah non, mais alors dans ces conditions, alors c'est fini. Alors il ne peut plus y avoir en fait d'emploi. Attendez, entre mal payé. C'est ce que je veux dire. Les loyers, alors Arcachon, c'est il y a plus de SMIC. Non mais pardon, entre mal payé et ne pas pouvoir, 2 000, c'est pas très bien payé, mais c'est quand même, vous pouvez payer un loyer. Par contre, entre mal payé et un salaire qui ne vous permet pas, si vous voulez, de payer votre loyer, et surtout avant, les gens qui étaient dans des bas salaires, il leur restait un petit quelque chose en plus de l'indispensable, du vital, c'est-à-dire nourriture, loyer, etc., école, les fournitures, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, si vous voulez, ils peuvent pas offrir un tout petit quelque chose en plus à leurs enfants. C'est-à-dire que la vie se réduit sur le vital. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et vous allez avoir en plus le prix du blé. Voilà. Vous en avez entendu hier, je crois. Attendez, pas ensemble. Il y a le prix du blé qui va faire monter. Donc vas-y. Mais l'électricité, non mais je rajoute à votre démonstration que j'approuve totalement, le prix du blé. Alors, ce que disait un copain à moi, il disait les pauvres, ils s'en foutent que les pâtes augmentent de 5 centimes. Parce que, par contre, ils s'en foutent pas que l'électricité augmente de 30%. Et ça, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la survie, on n'est même plus dans struggle for life, on est dans la pauvreté accompagnée tout en travaillant. Je suis d'accord avec vous. Mais dans le cas de la restauration, on oublie quelque chose, ce sont les pourboires aussi, parce que c'est 2 000 € net plus les pourboires. Il y a des endroits où il n'y a plus beaucoup de pourboires. Ah bah, il y en a quand même un peu, Patrick. Il y en a toujours quand même. Mais il a raison, Patrick. Moi, je regarde souvent. Vous voyez les gens, ce qu'ils laissent comme pourboire. Moi, j'en laisse encore beaucoup. Enfin, là, on était sur une région bassin d'Arcachon. Non, mais après, moi, on connaît le sud-ouest, chacun connaît la province. Dans le bassin d'Arcachon, dans le sud-ouest, on peut considérer qu'à 500 €, vous pouvez avoir un bon loyer. Donc, c'est vrai que si vous gagnez 2 000 € en province, ça n'a rien à voir avec gagner 2 000 € à Paris. Voilà, pour travailler 41 heures. Dans le cœur de Toulouse. Il y a aussi ça, il y a aussi cette échelle qu'il faut regarder. Sauf que, évidemment, le patron, en l'occurrence, là, ce matin, ne trouve pas. Il n'a aucune candidature. Aucune candidature. Mais moi, je voudrais parler des profs. Attendez, si vous pouvez me laisser terminer, Elisabeth Lévy, un peu, 2 secondes quand même. Donc, il ne trouve personne. Et quand les gens viennent, ils disent oui, bah non, ça ne nous intéresse pas parce qu'il y a des horaires décalés. Et quand il va dans les centres de formation pour tous ces métiers, on leur répond, bah écoutez, non, mais tous ces jeunes ne veulent plus travailler comme ça. Ils n'ont plus envie. Donc, ils vont vers d'autres professions, etc. Aussi, Alors, soit on a trop tiré. Oui, mais alors, il y a un problème. Parce qu'il y a un problème. Mais on ne va pas pouvoir mettre tout le monde à des salaires aussi hauts, 3 000 €, parce que les patrons dans les TPE, ils n'arrivent pas non plus à recruter, bien sûr, même avec parfois des salaires qui sont un peu plus élevés. Ils disent oui, mais il faudra licencier quelqu'un d'autre. Dès qu'il y a quelques contraintes, ça ne marche plus. Elisabeth, vous c'est la une de l'Obs d'abord que j'ai remarqué tout à l'heure. C'était une étrange, ça s'appelle la fin de l'ambition, c'est-à-dire que les gens en fait n'investiraient plus la même chose dans leur travail, dans leur carrière, etc. Je l'ai pas lu,
hein, mais j'ai été quand même frappée par ce titre. Et par ailleurs, moi je pense aussi, là vous avez parlé du privé, vous avez raison, mais moi je pense aux profs, aux pompiers, aux policiers. Ces gens-là, s'ils n'ont pas des logements aidés d'une façon ou d'une autre, ils ne peuvent pas se loger dans les centres-villes. C'est impossible. C'est impossible avec un salaire. Je veux dire, vous ne pouvez pas avec un salaire pareil. Vous connaissez les prix à Paris. Et quand je dis centre-ville à Paris, c'est pas seulement Paris. Non, mais dans les grandes agglomérations. Paris, c'est 1,5 million d'habitants. La France Toulouse, entière, c'est 65 millions. Mais c'est 10 millions Paris. C'est 10 millions de naftors. L'Île-de-France, oui. Oui, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes policier, ce que voilà, là je vais finir, pardon, c'est que je ne parlais pas que de Paris. C'est que la première couronne, qui n'est pas forcément des villes luxueuses, vous avez les Lilas, Pantin, etc. Ça devient des prix aussi inabordables. Donc ça veut dire que les gens sont obligés de faire combien d'heures de trajet, je n'en sais rien, mais quand vous êtes policier, excusez-moi, c'est quand même déjà des métiers fatigants. Ou infirmier. Ou infirmier. Il faut s'interroger aussi, moi je trouve que c'est pas mal ce titre de l'Obs sur la fin de la mission. Ce que disait Elisabeth, moi je trouve ça intéressant sur les gens ne mettent plus la même chose dans leur travail. Et je pense que c'est pas parce que les gens sont des feignasses, je pense que la nouvelle génération qui arrive, elle a d'autres aspirations. D'abord, elle travaille, et ça veut pas dire qu'elle est feignasse. Ça veut dire qu'elle a d'autres aspirations. La première question que posent en fait les gens quand on les recrute, c'est combien de jours de RTT, combien de jours de télétravail aujourd'hui. Voilà. Parce que j'investis dans autre chose. C'est ça, c'est pas parce que je suis fainéant, c'est parce que j'investis dans autre chose. C'est parce que j'ai d'autres combats, une autre façon de faire de la politique aussi. Déjà des appels au standard 0826 300 300. À tout de suite. Il est 9h20, c'est la suite des grands débats. Juste pour vous dire que à partir de 9h30, à La Vérité en face, c'est la démocratie perd-elle du terrain. On sera avec un philosophe essayiste, auteur de ce livre Démocratie en danger aux éditions des Liens qui libèrent. Oui, Abdenour Bidar, des questions en fait très intéressantes et notamment aussi après la crise sanitaire que l'on a vécue. Pourquoi, évidemment, nous avons tous suivi comme ça et des libertés qui ont été restreintes. Il pose énormément de bonnes questions. Il sera avec nous. 0826 300 300. Elisabeth Lévy, Françoise Degois toujours en studio. Et on part dans le Vaucluse, à Avignon, et c'est Gilbert qui est avec nous. Bonjour Gilbert. Bonjour Gilbert. Gilbert. Ah, c'est Mickaël de Toulouse, ça a changé. C'est Mickaël de Toulouse. Il y en a un autre. Voilà. Bonjour Mickaël, bienvenue. Bonjour. Mickaël. Ouais. Mickaël, alors, vous vouliez réagir sur l'actualité. Sur quel sujet? Alors c'était, moi, à l'origine, j'avais appelé, alors tous les sujets sont intéressants, oui. J'ai entendu un moment, c'est vrai que tout est intéressant. Bon, moi, j'avais appelé pour, effectivement, la problématique du Burkini, que vous avez cité. Alors, moi, je pense que ça met en exergue, effectivement, on va dire, des manques de la législation aujourd'hui, effectivement. Et je pense qu'il faudrait élargir le débat plutôt que de se focaliser sur le Burkini. Je pense qu'il faudrait l'élargir, finalement, à toutes les pratiques religieuses qui ne sont plus aujourd'hui en adéquation avec à la fois les valeurs de la République et les valeurs morales de la société aujourd'hui. Par exemple, sur la valeur de l'égalité, aujourd'hui, on souhaite tous que les femmes et les hommes soient égaux. Donc moi, aujourd'hui, ce qui me pose un problème, c'est lorsque l'on a des pratiques religieuses qui aujourd'hui différencient, que ce soit vestimentairement ou dans la pratique, l'homme et la femme. Et je pense que c'est sur cet angle-là qu'il faudrait que l'on légifère, effectivement, pour que les libertés soient respectées par rapport aux droits de chacun. Oui, c'est une bonne réflexion. Mais alors, comment donnez-nous un exemple, parce que c'est pas si évident que ça. C'est pas facile, mais je pense qu'il faut lancer le débat et puis écouter chacun. Alors moi, effectivement, je suis désolé aujourd'hui. Je suis d'origine, on va dire, socialiste, même si aujourd'hui, on va dire que je sais plus ce que c'est. Ouais. Mais mon avis, il est celui-ci, c'est que on doit mettre en place une législation qui, clairement, interdise toute pratique religieuse, qui promeut le genre, qui promeut l'inégalité entre l'homme et la femme, qui promeut l'homophobie, parce que je suis désolé, mais vous prenez aussi les religions chrétiennes ou juives, vous savez très bien que l'homophobie, que être homosexuel, par exemple, c'est pas possible. C'est péché. Donc voilà, exactement, c'est un péché. Donc aujourd'hui, je pense que alors je suis
contre l'interdiction des religions en tant que telles, même si dans les faits, j'y serais favorable, mais je suis contre ça parce que bon, effectivement, il faut laisser libre à chacun de croire ce qu'il veut. Bien sûr. Par contre, dans les pratiques, je pense que c'est les valeurs de la République qui sont à promouvoir. Et moi, aujourd'hui, cela me gêne quand je vois je suis élu dans une municipalité aussi en charge de l'éducation. Donc, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a des enfants qui ont leurs parents qui ont des pratiques qui sont, on va dire, voyantes et qui les promeut. Et ça, je pense que c'est gênant. Et tout de suite, chez les gamins, ça se répercute immédiatement, quoi. C'est ce que vous dites. Malheureusement, ça s'ancre en eux dès le plus jeune âge. Ils vivent avec et finalement, ça crée in fine, un problème du vivre ensemble que l'État promeut. C'est ce qui s'est passé dans un cours de musique, vous avez vu l'autre jour à Toulouse, il y a un mois, pendant le Ramadan, où la professeure de musique a choisi d'étudier les Beatles, et donc il y a immédiatement un élève qui a dit non, pas pendant le Ramadan, on ne peut pas écouter de la musique. Et alors bon, ils sont sortis de la classe. Alors après, évidemment, il y en a qui n'étaient pas du tout religieux ni quoi que ce soit, qui sont sortis, ils en ont profité en même temps pour et ça a été rétabli, mais c'est un détail, une petite histoire, parce que ça a été rétabli par la suite, mais quand même, quoi. Hein, mais je suis d'accord avec vous, ce sont des signaux sociaux qui doivent nous alerter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès le plus jeune âge, on a un problème du vivre ensemble entre tous les enfants, alors que c'est pourtant les objectifs de l'État et même des municipalités, puisque nous on suit les objectifs de l'État, évidemment, via la CAF ou autre qui nous subventionne. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est dans les pratiques religieuses dès le plus jeune âge. Je pense qu'il faut garantir l'égalité entre l'homme et la femme, garantir les droits de chacun. Et il faut donc légiférer. Aujourd'hui, la laïcité, la loi de la laïcité est pour moi incomplète. Il faut la compléter en ayant comme objectif l'égalité. Et je vais même aller plus loin, la valeur la valeur finalement aussi de fraternité. On l'oublie souvent. Oui, complètement. On est censé être une seule communauté. Et aujourd'hui, on crée des communautés. Et ça, c'est un vrai problème en France. Et pourtant, je suis socialiste. Et c'est justement pour moi aujourd'hui, le socialisme doit aller vers ça. Ils doivent être à l'avant-garde de ça et mettre à l'adéquation la législation avec les valeurs de la société aujourd'hui, les valeurs de la République. Merci Mickaël pour cette réflexion. D'un mot, Elisabeth Lévy et Françoise de Gois, parce que je voudrais qu'on aille du côté du Tarn-et-Garonne à Moissac. Non, mais allons dans le Tarn, parce que ça va être très long. Non, je suis heureuse que Mickaël parle de la fraternité. Oui, bien sûr. Victor Hugo disait c'est le troisième perron, c'est la troisième marche. C'est vrai que c'est très important. Après, finalement, je ne sais pas s'il faut légiférer, ça me paraît impossible, mais on en revient à l'idée de la pratique religieuse discrète. Moi, je pense vraiment que cet adjectif-là, il est majeur, il est clé, sans tomber dans une espèce de folie. On peut pas dans un sens ou dans l'autre. Dans l'espace public, il faut quand même être prudent. Et je suis comme lui, il y a beaucoup de choses qui me heurtent, de toutes sortes de choses. Mais dans l'espace public, nous devons quand même rester une société libérale. Voilà d'ailleurs pourquoi moi-même j'ai été tout à fait opposé à l'idée d'interdire le voile partout. D'accord. Bon, on verra. Vous avez évoqué la fraternité. On en parlera dans un instant avec Abdenour Bidar, qui dit que pendant justement cette crise, ça fait partie des 10 questions qu'il pose. Il dit que la fraternité avait complètement disparu. Parce que c'était se protéger des autres, c'était mon œil, c'était autre chose en fait, quoi. Qui était derrière. C'est ce qu'il dit. 10 questions sur la crise sanitaire et ses conséquences dans un instant. Oui, je voudrais que Cécile, on aille du côté... On va aller dans le Tarn-et-Garonne parce que vous savez que les températures records ont des conséquences forcément sur les producteurs, les horticulteurs. On va en parler dans un instant. À Moissac, exactement. Il est là justement, Maurice Andral, producteur de fraises à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour. Les fraises. Bonjour. Bonjour Maurice Andral. Oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous parce que Christine Bouillot est allée faire un reportage chez vous en fait hier et elle m'a raconté votre histoire. C'est-à-dire que les fraises, elles sont vraiment beaucoup trop en avance. Résultat, tout va pourrir en fait immédiatement, quoi. Hein. Alors, c'est pas que les fraises sont en avance. Donc cette année, nous avons commencé avec justement du retard. Mais sauf qu'aujourd'hui, vu la canicule que nous avons ici sur le Tarn-et-Garonne, des 34 degrés à l'ombre l'après-midi, on a les variétés tardives qui ont chevauché avec les variétés de saison. Ah oui. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un gros afflux de fraises et derrière la distribution qui ne veut pas jouer le jeu. Aujourd'hui, nous vendons de la fraise à 1,50 € la barquette. Et la grande distribution revend aujourd'hui 3,60 €, 3,80 € la barquette. Ah oui.
Et tout à fait, et ce n'est pas correct. Donc, allez-y. En plus, ils ont fait rentrer de la fraise espagnole à 80 centimes les 500 grammes. Quand on a une grosse production de fraises sur notre Midi-Pyrénées-Aquitaine. Oui. Résultat, donc les fraises, Maurice Andral, qu'on comprenne bien, les fraises tardives, qui normalement devraient arriver dans 3 semaines, 1 mois, etc., sont aujourd'hui là, sont mûres, et vous n'allez pas pouvoir les récolter parce que vous ne pouvez pas les écouler, quoi. Voilà, exactement. Ah mais non, mais on marche sur la tête complètement. C'est lunaire. Voilà. Oui. C'est le gros problème. Ouais. C'est le gros problème. Ouais. Et pour aller, vous n'ouvrez pas, enfin c'est difficile d'ouvrir chez vous pour que les gens viennent à la vente directe, quoi, immédiatement. Alors nous l'avons fait il y a 4 ou 5 ans de vouloir faire ouvrir les parcelles de fraises aux clients. Ouais. Alors c'est vraiment une grosse catastrophe parce que les gens ne respectent rien. Ouais. Ils arrachent les pieds, ils nous marchent sur les gouttes à gouttes. Bon, c'est une catastrophe et c'est dommage. Ouais. Résultat, vous, ça représente quoi à peu près en termes de kilos de fraises, de tonnage et puis bien sûr de pertes financières aussi. Alors pour moi, ça va représenter grosso modo 20 tonnes de fraises perdues. Oh la vache. 20 tonnes de fraises perdues. Vous voyez un peu, si vous partez même sur la base de 5 €, vous avez calculé. Ah oui. Mais ça fait des sommes considérables, ouais. Il y a une chose que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une spécificité? Parce que là, vous avez donné un ratio, si vous voulez, entre le prix auquel c'est vendu en supermarché et le prix auquel on vous l'achète, qui me paraît tout à fait sidérant. Mais est-ce que c'est spécifique à cette question des fraises tardives ou est-ce que c'est en fait tout le temps ça? Est-ce que c'est la norme? Non, alors cette année, c'est un peu exceptionnel. Où c'est que quand même l'année dernière, on avait un peu bloqué la fraise d'Espagne, mais cette année, ils ont voulu privilégier le pouvoir d'achat pour pouvoir vendre dans des centrales pas très chères. Et c'est nous et en plus, on se retrouve avec des canicules qui nous tombent dessus, que ça se regroupe. Et malheureusement, voilà le problème. Oui. Vous aviez déjà connu un tel épisode, vous, Maurice Andral, ou pas? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Première fois. Et je sais que vous avez eu des problèmes aussi avec le gel pour les prunes. C'est ça, vous aviez déjà connu, non? Oui, alors malheureusement, je me trouve sur ma structure, donc j'ai 30 hectares de verger. Oui. Seconde année de gel à 90%. Ah ouais, c'est terrible. Il faut que les municipalités achètent des fraises, que les cantines achètent des fraises, que les et qu'on fasse des tartes aux fraises. Absolument. En tout cas, on va vous faire de la pub, André. On va vous envoyer des clients. Non, mais là, évidemment, c'est 20 tonnes qui vont pourrir, quoi. Merci bon courage à vous, Maurice Andral, parce que on mesure aussi toutes les pertes pour vous, quoi. Quand on parle des salaires, etc. Là, c'est de l'investissement et c'est de la perte terrible directement. Producteur de fraises à Moissac, en Tarn-et-Garonne.